Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine C'est la santé. En France, un tiers des femmes enceintes fument pendant leur grossesse, un record en Europe. Et 8000 enfants naissent chaque année avec un problème lié à l'alcoolisation fœtale, dont 1000 avec un syndrome d'alcoolisation fœtale. Les agressions subies par l'enfant pendant la grossesse peuvent provoquer un handicap grave et durable. Le tabagisme et les problèmes d'addiction de la femme enceinte représentent un problème de santé publique grandissant, malgré les campagnes entreprises ces dernières années. Alors comment se faire aider pour arrêter de fumer ? Peut-on vraiment mettre des patchs nicotiniques une fois enceinte ? La nicotine ne passe-t-elle pas dans le sang du bébé ? Pour en parler avec nous sur ce plateau aujourd'hui, nous accueillons Conchita Gomez, sage-femme et présidente de l'Association nationale des sages-femmes tabacologues. Bonjour. Bonjour. Nous recevons aussi le docteur Pascal Tomassini, pneumologue au service de consultation d'oncologie multidisciplinaire à l'hôpital Nord. Bonjour. Bonjour. Et le professeur Michel Delcroix, gynéco-obstétricien et président de l'association Maternité sans tabac. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de commencer notre discussion, je vous propose de regarder ce reportage pour éviter de mettre en danger les futurs bébés et sensibiliser les femmes enceintes. Grâce au soutien du réseau Maternité sans tabac, de plus en plus de maternités, et notamment celles de l'AP-HM, mettent en place des actions de sensibilisation auprès des femmes enceintes et des couples, comme le dépistage précoce. Explication en images. Sensibiliser les personnels sur l'importance de la prévention, sur la prise en charge du tabagisme. Informer les femmes lors des déclarations de grossesse et de la surveillance prénatale. Populariser la mesure du monoxyde de carbone. Prendre en charge médicalement les femmes enceintes fumeuses. Promouvoir l'éducation à la santé. Tels sont les grands points de la charte. Un engagement qui tombe sous le sens au regard des risques vitaux et des complications liées au tabac. Hématome rétroplacentaire, retard de croissance, grande prématurité, complications cardiovasculaires, hypoxie, mort fœtale in utero et avortement spontané. Là, c'est un premier bébé ? Non, deuxième. Deuxième, d'accord. Et qu'est-ce qui vous motive à arrêter ? Je suis trop malade en fait le matin. D'accord. Habituellement, vous fumez combien de cigarettes ? Là, j'ai diminué parce qu'il y a le bébé en cours. Oui. J'étais entre 6 et 15. Mais là, j'ai encore réussi à diminuer un petit peu. D'accord. Alors, je ne sais pas si on vous a déjà fait souffler dans ce type d'appareil-là. Non. Est-ce que vous connaissez ou pas Non. du tout ? Non. Donc, en fait, c'est un appareil qui permet de mesurer le taux de monoxyde de carbone expiré. Ok ? Donc, je vais vous demander de prendre une inspiration, de bloquer votre respiration pendant 10 secondes. D'accord ? Et au bout de 10 secondes, vous soufflez dans le tube. D'accord. Ok ? Allez-y. Voilà, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez-y. Longtemps. Voilà, donc là on voit qu'il y a une petite lumière orange. D'accord ? Donc ça veut dire que le taux il est quand même assez élevé. D'accord ? Donc là ça voudrait dire que c'est un petit tabagisme ou en fait du tabagisme passif. D'accord. D'accord ? Dans ma famille, de mon côté, il y a mes parents, enfin mon père fume, mon petit ami fume, mes amis fument. Mon frère fume aussi, ma belle-sœur aussi, donc c'est vrai que c'est pas trop évident d'arrêter. Donc quand on a la possibilité d'avoir une aide de quelqu'un, autant tenter sa chance et demander de l'aide. Là je vais vous prescrire un timbre de 15 mg. D'accord ? D'accord. Donc en fait ce qu'il faut, vous le mettez le matin, vous le levez et vous le retirez le soir. D'accord. D'accord ? Je vais le noter sur et qu'à chaque fois que vous avez envie de fumer, en fait... La grossesse n'est pas une maladie, mais la dépendance au tabac est une pathologie dont on peut guérir à l'aide de traitements adaptés. Alors, qu'est-ce qui mesure ce test, en fait, et comment il fonctionne ? Je crois que vous en avez un exemplaire. Oui. La démarche, c'est de montrer que toute sage-femme, tout médecin généraliste, tout spécialiste peut faire la mesure du monoxyde de carbone dans l'air expiré. Comme tout médecin, toute infirmière, toute sage-femme est capable de dépister l'hypertension artérielle à partir du moment où elle prend la tension artérielle. Eh bien, à partir du moment où les personnels médicaux, sages-femmes, médecins, qui suivent les femmes enceintes, qui sont consultés par eux, font la mesure, eh bien, à partir de ce moment-là, les femmes sont motivées pour arrêter de fumer. Parce qu'elles comprennent bien que
l'oxygénation de leur bébé dépend de la qualité de l'oxygénation à eux. Et les gens qui fument, les femmes qui fument, ne savent pas que dans la fumée de tabac, il y a le corps le plus dangereux qui soit, c'est le monoxyde de carbone. Et ce monoxyde de carbone est un gaz mortel, mais avant d'être mortel, il est dangereux parce qu'il diminue l'oxygénation de la maman et l'oxygénation du bébé. Parce que, est-ce que les femmes se rendent compte du danger auquel elles exposent leurs enfants, Conchita Gomez? Je dirais que dans la majorité des cas, les femmes enceintes qui sont en tout début de grossesse, c'est bien en fait, elles n'ont pas conscience forcément du danger qu'elles font courir à leur bébé, leur futur bébé. Et donc, elles doivent, dans la plupart des cas, faire face à leur dépendance. Et donc, elles répondent à ce besoin de dépendance. Et ce qu'elles font en tout début de grossesse, c'est de réduire le nombre de cigarettes. Mais en réduisant ce nombre de cigarettes, en fait, elles inhalent 2 fois plus de monoxyde de carbone, ce qu'on peut voir au niveau de la mesure avec l'analyseur de monoxyde de carbone. Parce qu'on va les rappeler, quels sont les risques liés justement à la consommation de tabac pour le fœtus? Concrètement, quels sont les dangers? Alors, les risques, toutes les complications de la grossesse sont majorées par le tabac. Et ce qu'on évoquait à propos de la diminution du nombre de cigarettes, beaucoup de gens, beaucoup de médecins pensent que quand on diminue le nombre de cigarettes, on diminue le risque. Eh bien, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que la femme qui diminue son nombre de cigarettes va tirer plus fort, plus souvent sur les cigarettes qu'elle s'autorise, et le monoxyde de carbone qui est inhalé va être plus important. Et les risques sont fonction du taux de monoxyde de carbone inhalé. C'est comme ça que les cigarettes roulées sont beaucoup plus dangereuses que les cigarettes manufacturées parce qu'elles produisent 2 à 3 fois plus de monoxyde de carbone. C'est comme ça que les joints sont beaucoup plus dangereux parce qu'un joint produit en moyenne 6 fois plus de monoxyde de carbone. Et c'est comme ça que le narguilé à la pomme est 30 fois plus dangereux qu'une cigarette, et le narguilé au cannabis 60 fois plus. Et les complications, c'est la grossesse extra-utérine, l'accouchement prématuré, la rupture prématurée des membranes, le retard de croissance intra-utérin, c'est-à-dire les enfants de petit poids dont le nombre augmente. Or, quand un enfant naît en pesant moins de 1500 grammes, il a 80 fois plus de risque d'avoir des séquelles plus tard que s'il naît en pesant 2500 grammes. C'est le décollement du placenta, c'est l'insertion basse du placenta, c'est l'hémorragie grave de la délivrance pour la mère. Des risques considérables, donc, mais comment convaincre ces femmes d'arrêter? Parce que même en connaissance de cause, c'est difficile. Les femmes, elles savent intuitivement que c'est dangereux. Les médecins aussi. Mais si les femmes ne font pas la mesure, si les médecins, si les sages-femmes ne font pas la mesure, ça ne marche pas bien. Ça marche, bon, j'ai envie de dire, aucun programme ne marche comme la grossesse, puisque dans l'indifférence générale, 1/3 des femmes s'arrêtent de fumer toutes seules, celles qui sont très motivées. Mais pour les autres, si on est dans une démarche médicale diagnostique, ça, et une démarche thérapeutique, c'est-à-dire les substituts nicotiniques. Mais on est dans un pays qui ne fait pas la part belle aux enfants à naître. Pourquoi? Parce que les enfants à naître sont inégaux pour la santé, puisque les médicaments qui marchent, les substituts nicotiniques, ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Or, ce sont les femmes qui ont les conditions socio-économiques les plus défavorables, qui fument le plus, qui s'alcoolisent le plus, qui ont le plus de conduites dangereuses. Et en même temps, sont elles qui sont le plus pénalisées pour acheter les médicaments. Puisqu'en gros, il faut à peu près 200 € de médicaments pour arrêter de fumer pendant la grossesse. Or, si ce n'est pas remboursé, ça ne marche pas. Si le médicament n'est pas prescrit, il a très peu de chances d'être utilisé. Mais pour les substituts nicotiniques, même s'il est prescrit par un médecin, les gens ne vont pas le chercher parce qu'ils n'ont pas le moyen de l'acheter. Vous comprenez? Ce n'est pas remboursé. Les gens vont à la pharmacie si les médicaments sont remboursés. Pour ça, il n'y a pas l'outil diagnostique, il n'y a pas les outils thérapeutiques. Par contre, le projet Action sans maternité sans tabac vise à faire en sorte que les moyens soient accordés
aux établissements et aux médecins qui prendront en charge. Oui, juste pour apporter une précision, en fait, en ce qui concerne les substituts nicotiniques, ils sont remboursés à l'heure actuelle à hauteur de 50 € par an, ce qui suffit pas en fait pour permettre un sevrage tabagique pendant la grossesse. Et ces substituts nicotiniques, donc, ils ne sont pas nocifs quand on est enceinte, on peut se faire aider par ces patchs, justement. Oui, voilà, comment dire, on a l'autorisation d'utiliser ce médicament depuis 1997. Simplement, en fait, il manque les prescripteurs, c'est-à-dire des médecins, des professionnels formés pour prescrire. Et donc ça, c'est le versant professionnel, mais le versant usager, donc pour nous, les femmes enceintes, eh bien, en fait, il faut justement travailler ces idées reçues, comme quoi on pourrait penser qu'un patch à la nicotine, ça pourrait être nocif, mais que la cigarette, finalement, ça le serait moins. Vous voyez ? Pour le bébé, donc, un patch n'est pas nocif. Parce qu'en fait, c'est que la nicotine pendant une certaine quantité de nicotine et pendant un certain temps. Et c'est contrôlé et en fait, en plus, on doit être accompagné soit d'un médecin ou d'une sage-femme pour le sevrage. Alors, si ces femmes disent avoir tout essayé et que rien ne marche, donc justement, est-ce qu'il faut leur conseiller d'aller voir un tabacologue ? Non, il faut qu'elles puissent faire ce test de mesure du CO. Voilà, elles font le test. Alors bien sûr, si dans l'équipe, il y a une sage-femme ou des sages-femmes ou des médecins qui sont plus à l'aise avec ce genre de traitement et qu'ils ont la disponibilité pour le faire, oui. Mais la difficulté, elle est, je vais prendre pour l'assistance publique hôpitaux de Marseille, la file active des femmes enceintes, tous les ans, qui ont besoin d'un traitement, c'est 2000 femmes enceintes par an. Or, ces 2000 femmes enceintes ont entre 15 et 22 consultations à la maternité. Donc, il est important que les personnels qui assurent ces consultations, qui assurent les séances de préparation à la naissance pour les sages-femmes, eh bien, fassent la mesure et prennent en charge les femmes qui sont que fumeuses. Et puis, 10% des femmes fumeuses, donc pour la PHM, c'est à peu près 200 par an. En plus du tabac, il y a des conduites d'alcoolisation, du cannabis, de la cocaïne ou autre chose. Et ça, c'est des comportements très à risque et d'une complexité très grande pour la prise en charge, parce qu'il y a l'aspect de la dépendance à l'alcool qui est lourd, l'aspect de la consommation de cannabis qui n'est pas simple, et surtout, sont des femmes qui, en plus de ces consommations à risque, ont d'autres facteurs de vulnérabilité. Par exemple, sont des femmes qui sont au chômage, qui sont sans travail, qui sont sans logement décent, qui ont des antécédents de maltraitance infantile, des antécédents de violences sexuelles. Et tout ça s'accumule. Et si les équipes peuvent avoir la disponibilité et être référées pour ces femmes-là, eh bien à ce moment-là, l'hôpital va remplir sa fonction de soins préventifs et curatifs en même temps, et moyennant quoi, eh bien, les femmes vont avoir le sentiment de réussir quelque chose. Justement, l'alcool, c'est une des substances les plus toxiques pour le bébé. De comment, en fait ? Qu'est-ce que ça peut provoquer ? Quels sont les dégâts que provoque l'alcool ? L'alcool, en fait, ça provoque ce qu'on appelle le SAF, le syndrome embryo-fœtotoxique. Donc, c'est la molécule d'alcool qui a une toxicité directement sur les cellules de l'embryon. Et donc, ça donne des malformations au niveau de la face, au niveau du cœur. Et le pronostic vital, quand les malformations sont très sévères, est très défavorable. Et ou sinon, il y a, par exemple, dans la population, des personnes qui ont des formes vraiment infracliniques, avec des atteintes de leur QI, du quotient intellectuel, et qui en fait vont vivre avec des capacités intellectuelles en dessous de la normale. Des conséquences donc graves dans l'avenir aussi, pas forcément juste après la naissance. Oui, en fait, à long terme. Et si l'absorption d'alcool a lieu avant qu'on soit conscient d'être enceinte, est-ce qu'à ce moment-là, là, c'est grave ? Non, c'est moins grave. C'est-à-dire qu'avant, au tout début de grossesse, c'est la loi du tout ou rien. C'est-à-dire, ou c'est très grave et la femme va faire une fausse couche précoce, ou c'est rien. Mais par contre, dès qu'on sait qu'on est enceinte, vraiment, le message, c'est 0 alcool, 0 cannabis, 0 cigarette.
et comprendre ce que beaucoup de professionnels et de gens ne savent pas, c'est que l'incidence de l'alcool, les conséquences tératogènes de l'alcool, donc toxiques et tératogènes de l'alcool, sont fonction de l'oxygénation. C'est-à-dire qu'une femme qui fume beaucoup, avec une concentration, une consommation d'alcool relativement modérée, son enfant risque d'avoir des conséquences beaucoup plus graves que si l'enfant était normalement oxygéné ou avec un manque d'oxygène moins important. Donc contrairement à ce qu'on a pu penser auparavant, voilà, même pas une cigarette ou 2 cigarettes, c'est vraiment 0. Et parce que si on commence, c'est trop tard en fait. Enfin, Oui, en même temps, c'est jamais trop tard. Et puis en même temps, et les travaux qui ont été faits au centre hospitalier d'Arras l'ont bien montré, le poids du cerveau, le poids du bébé est déterminé par la concentration du monoxyde de carbone dans l'air expiré. À partir de 3 ppm, il y a une incidence sur le poids du bébé. Et c'est comme ça qu'on a montré au centre hospitalier d'Arras que des bébés de mères non fumeuses, mais victimes de tabagisme passif, quand le père fumait beaucoup, eh bien, par exemple, dans l'étude qui a été présentée dans le bulletin épidémiologique, on a montré que certains enfants pouvaient avoir 450 grammes de moins quand le père avait des chiffres supérieurs à 20 particules par million de particules d'air. Alors justement, on va parler des conséquences. Donc même si les actions de sensibilisation auprès des femmes enceintes se généralisent, beaucoup continuent à fumer. Donc même si les conséquences pour le bébé sont souvent irréversibles, reportage, on se retrouve juste après. Grâce à la méthode mise au point par les maternités sans tabac, et notamment la prescription de substituts nicotiniques pour pallier au manque, 90 femmes sur 100 arrêtent de fumer durant leur grossesse. Une véritable révolution. Reste le tabagisme passif, dont les femmes enceintes et leurs bébés peuvent être victimes. Ce même jour, le professeur Delcroix anime une formation. Le public, des sages-femmes venues de la France entière. Le drame du tabagisme passif est beaucoup plus important que le drame de l'amiante. Il a fait déjà beaucoup plus de morts et il va continuer d'en faire beaucoup plus que l'amiante. Même une femme qui ne fume pas, mais qui subit le tabagisme passif, qui est enfumé, va mettre son bébé en manque d'oxygène. Quand une femme est dans le risque, eh bien, il faut lui dire la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de l'aider à arrêter de fumer. C'est le meilleur traitement. D'accord ? Le tabac est quand même un facteur extrêmement important de prématurité. On sait que quelqu'un qui fume plus de 10 cigarettes par jour, ça peut multiplier par 1,5, presque 1,8 si j'ai bonne mémoire, le risque des prématurités de naître avant 32 semaines, ce qu'on appelle donc un grand prématuré. Après, on a quand même un certain nombre d'enfants qui naissent à terme ou proche du terme, qui ont peut-être un poids de naissance un petit peu en deçà de la normale, et ça on sait que c'est lié au tabagisme, puisque on peut dire que certains enfants dont les mères fument bien, plus de 10 cigarettes, ont quelquefois, si vous voulez, un retard de 300 à 500 grammes par rapport au poids normal des enfants de mères non fumeuses, quoi. Être exposé à la fumée du tabac en post-natal, c'est pareil, ça influe également sur certains autres récepteurs. Et ça peut, si vous voulez, déclencher des dysfonctionnements physiologiques qui contribuent, si vous voulez, à expliquer certaines morts subites du nourrisson. Et j'ai l'impression qu'il y a une certaine banalité concernant le tabac, même pendant la grossesse, par rapport à d'autres toxiques, comme l'alcool en particulier, des choses comme ça. Il y a aussi peut-être, il y a eu en tout cas, une certaine tolérance des professionnels vis-à-vis du tabagisme et de la grossesse. On disait que c'était pas très très grave, mais enfin on commence maintenant à évaluer un petit peu les problèmes. Alors il y a une étude... Longtemps, les femmes enceintes ont été entretenues dans l'idée qu'il valait mieux fumer 5 cigarettes par jour plutôt que d'être stressées par le manque lié à l'arrêt du tabac. Une grave erreur. Il faut savoir qu'en termes de qualité, en termes de résultats, les enfants de mères fumeuses qui n'ont pas arrêté de fumer vont avoir des indicateurs de santé et des indicateurs intellectuels moins favorables
que les enfants de mères non fumeuses qui naissaient il y a 50 ans. Pourquoi ils naissent prématurément? C'est parce que c'est leur survie. On les sort de l'utérus maternel parce que l'utérus maternel est toxique, vous vous rendez compte? Et ceux qui ne sortent pas ont 2 fois plus de risque de mourir in utero. En ce qui concerne l'allaitement, une femme qui arrête de fumer lors de sa grossesse a beaucoup plus de chances d'allaiter aussi. Oui, généralement, quand il y a l'idée reçue que quand on fume, on ne peut pas allaiter parce que c'est contre-indiqué. Et cette idée, elle a été véhiculée pendant un certain nombre d'années par nous. Voilà. Et maintenant, c'est la tendance inverse. On encourage les femmes, même si elles fument. Donc si elles ont arrêté pendant la grossesse, c'est tant mieux. Et quelqu'un qui décide d'arrêter, eh bien, elle choisit 1 fois sur 2 d'allaiter. Parce qu'on lui explique que le lait maternel, ça va contrebalancer les effets du tabagisme pendant la grossesse. Et donc, pour elle et pour le bébé, c'est beaucoup de bénéfices. Et on essaye vraiment d'insister là-dessus. Pascal Tomasini, on recense malgré tout une augmentation du cancer du poumon chez les femmes aujourd'hui, même les plus jeunes. Tout à fait. En fait, il y a de plus en plus de femmes jeunes, autour de 30-40 ans, donc avec des enfants souvent en bas âge qui ont des cancers bronchiques. Les données épidémiologiques font état en 2008 d'environ 70 000 décès par cancer chez la femme. Et contrairement à l'homme, en fait, les chiffres de cancer bronchique chez la femme continuent à augmenter. Et c'est en train de devenir une des premières causes de décès par cancer chez la femme, qui est en train presque d'égaler le taux de décès par cancer du sein. Donc alors, pourquoi malgré on le voit sur les paquets de cigarettes, les nouvelles images, etc., il y a quand même, malgré cette prise de conscience, on continue à fumer? Alors en fait, c'est vrai que les femmes ont commencé à fumer beaucoup plus tard que les hommes et on voit quand même qu'il y a une tendance à la diminution du tabagisme chez la femme puisque c'était à peu près 35% au milieu des années 90 et au milieu des années 2000 c'est environ un peu moins de 30%, plutôt aux alentours de 25%, donc c'est quand même important, c'est à peu près 1/3 des femmes en âge de procréer qui fument, mais on voit qu'il y a quand même une tendance à la diminution, mais qui est qui a été plus tardive par rapport aux hommes et qui est beaucoup plus lente. Alors pour sensibiliser les acteurs de santé, donc chaque année l'association Maternité sans tabac et l'association nationale des sages-femmes tabacologues organisent donc un congrès qui réunit toutes sortes de professionnels de santé, donc justement pour parler un petit peu de la grossesse et du tabac. Donc cette année ces rencontres ont lieu à Marseille, c'est jeudi 12 et vendredi 13 mai. À quoi ça sert ces séances, ces conférences ? En fait, ce qui est important, c'est justement au départ une de vos questions, c'était de savoir pourquoi il y avait autant de femmes enceintes qui fumaient. Parce qu'en fait, dans le système de soins, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont réalisées par rapport à ça et on sous-estime le problème. Et donc, il faut absolument, on a les recommandations de la conférence de consensus et donc il faut les diffuser pour que chaque professionnel puisse être formé à la prescription, donc au repérage, au dépistage et à la prescription, et à accompagner les femmes, dans ce cas-là, les femmes enceintes. Et donc c'est pour ça qu'on essaye de sensibiliser un maximum de maternités qui vont constituer le réseau Maternité sans tabac, parce que justement, pendant la surveillance de la grossesse, il y a en moyenne 22 consultations, et c'est 22 occasions d'aider quelqu'un à aller vers une démarche d'une meilleure santé. Et comme le disait le docteur Tomasi, ce qui est important aussi, il en va aussi de la santé des femmes, puisque quand on s'occupe de la santé pendant la grossesse, après, il y a aussi la contraception, il y a l'ostéoporose, etc. Et donc, tout ça, ça va dans le même sens. Et en France, il y a 20 000 sages-femmes. Et donc, si toutes les sages-femmes faisaient de la prévention, du repérage, du dépistage, eh bien, en fait, en complément des médecins, et on pourrait toucher un maximum de femmes. Et c'est ça l'enjeu. Justement, le réseau Maternité sans tabac, il a été fondé en 2002. Et vous avez déjà eu des retours. Les femmes qui sont suivies, justement, arrivent à arrêter. Alors, justement, donc, actuellement, il y a encore 560 maternités en France. 400 ont signé la charte Maternité sans tabac, c'est-à-dire à peu près 600 000 naissances, ce qui représente à peu près 600 000 naissances. Et donc,
on essaye de mettre en place ce qui a été et ce qui sert d'exemple au centre hospitalier d'Arras, maternité avec laquelle nous travaillons depuis une dizaine d'années, et qui a mis en place un programme complètement exemplaire. Et ce programme exemplaire, qui est la référence et qui a servi avec d'autres équipes à faire le référentiel maternité sans tabac, eh bien, il est possible de faire partout en France, à la PHM, comme dans toutes les maternités de la région PACA et toutes les maternités de France, ce qui se fait au centre hospitalier d'Arras. Au centre hospitalier d'Arras, 100% des femmes fumeuses, enceintes, hospitalisées sont prises en charge et 100% des femmes arrêtent de fumer. Vous ne verrez pas au centre hospitalier d'Arras ce que l'on voit encore trop souvent aux portes des maternités, des femmes qui sont référées et qui fument à la porte de la maternité. C'est contraire au décret Bertrand, mais surtout, c'est possible de montrer qu'on peut prendre en charge 100% des femmes. Alors justement, pour s'informer sur le réseau Maternité sans tabac, rendez-vous sur le site internet www.appri-asso.fr. Je vous remercie à tous les trois d'être venus sur notre plateau. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau C'est la santé.